Bienvenue à l'interview du monde du chiffre. Aujourd'hui, nous allons parler de comptabilité des cryptos. Je reçois Sana Moussaïd, qui est expert comptable, commissaire aux comptes, fondatrice de World of Numeric et Crypto Accounting. Sana, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quel est l'intérêt pour une entreprise d'introduire des cryptos dans sa trésorerie ? Alors, les entreprises aujourd'hui, elles introduisent des cryptoactifs dans la trésorerie. L'intérêt, c'est d'abord la diversification, d'avoir d'autres moyens d'investissement. Il y a aussi le fait que quand on investit en actifs numériques, en fait, on n'a pas besoin d'intermédiaires. Les transferts se font de manière beaucoup plus rapide. Ça permet aussi d'avoir une image différente. Et aussi, au niveau des actifs numériques, on a ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. Et donc, ça permet aux entreprises de prêter, d'emprunter assez rapidement, donc on va dire en un claquement de doigts, sans avoir besoin d'envoyer un dossier auprès du banquier, d'attendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc c'est carrément un écosystème totalement différent et qui va permettre aux entreprises aussi de paraître plus innovantes, entre guillemets. Mais il y a des risques. Les crypto-monnaies sont réputées pour leur volatilité, des risques en matière de sécurité, de risques de financement d'activités illicites. Comment vous Tout répondez à à ça ? fait. En fait, il faut maîtriser ces risques-là, un peu comme tout, évidemment. Quand on parle de volatilité, c'est assez intéressant. Après, on peut rentrer aussi dans le débat, est-ce que c'est plus volatile que d'autres monnaies? Pas forcément. Mais c'est hyper important que les entreprises maîtrisent le côté volatilité, parce qu'on leur dit très souvent que quand on paye les impôts, quand on paye les salariés, quand on paye les charges sociales, c'est forcément en monnaie fiat, en euros, et pas en actifs numériques. Donc, ils doivent disposer de ce qu'on appelle une politique de conversion de manière assez régulière. Et ça, c'est un accompagnement aussi sur ces volets pour les aider à mieux appréhender ces sujets. Quand vous parlez de la partie, évidemment, sécurité, c'est très important de le soulever parce que comme on détient soi-même son argent, on n'a pas un banquier. Demain, en fait, si je perds mon mot de passe, j'appelle mon banquier, je sais que mon argent, il est protégé auprès de ma banque. Bon, et encore. Mais quand on est au niveau des actifs numériques et surtout quand on est dans ce qu'on appelle des hot wallets qui sont conservés en propre, si je perds ce qu'on appelle la clé privée ou la seed phrase, c'est une suite de 12 ou de 24 mots, le risque c'est que je ne peux plus jamais retrouver ces actifs-là. Et on a beaucoup entendu parler de personnes qui ont perdu à la fois leur code ou qui ont perdu leur clé physique et qui ne retrouvent plus leur actif numérique. Et ça, c'est un véritable risque. Et comme on parle d'entreprise, le risque, c'est la continuité d'exploitation, qu'elle soit compromise. Et donc, pour revenir à tout ce qui est activité illicite et tout ce qui est blanchiment d'argent, il faut savoir que les entreprises, au niveau, en tout cas, tout ce qui est les prestataires de services sur cryptoactifs, ce sont des entreprises qui ont aussi des obligations en termes de blanchiment, au même titre que les avocats, que les experts comptables. Donc, en fait, ils doivent connaître un peu l'identité du bénéficiaire effectif, faire ce qu'on appelle du KYC ou du KYB. Donc, on n'est quand même pas dans une zone de non-droit ou de no man's land. Ça commence quand même, il y a un cadre juridique qui permet de protéger et ils se doivent quand même de vérifier l'identité et souvent, en fait, ils font attention à qui investit et ils virent les personnes qui rentrent pas dans le cadre, on va dire. Mais la crypto-monnaie, les crypto-actifs, ça paraît quand même pas concret. C'est-à-dire au quotidien, comment je fais pour ma facturation, comment je gère toutes les problématiques liées à l'argent, en fait, concrètement, comment ça se passe? Alors, c'est quand même, c'est pas de l'argent en tant que tel, mais ça peut représenter un moyen de paiement. Et donc, effectivement, les entreprises, quand elles payent en actifs numériques, il y a juste du bon sens, c'est-à-dire dans une facture, on ne va pas écrire je vais payer Samoria avec un bitcoin. Je vais mettre que je vais vous payer 100 000 euros, 20 000 euros avec un équivalent en bitcoin, d'accord? Et donc, après, c'est toutes les règles de droit qui s'appliquent, avoir évidemment des factures avec toutes les mentions légales, qu'elles soient libellées en euros. Et évidemment, aujourd'hui, on peut payer des prestataires, on peut acheter des biens avec des actifs numériques, mais on ne peut pas payer les salaires, on ne peut pas, par exemple, payer les impôts, l'administration. Et donc, il y a tout ce cadre-là qui commence à se préciser de plus en plus. Ça veut dire que précisément, est-ce qu'il faut toujours convertir les cryptos en euros ? Alors, il vaut mieux convertir une partie. Après, ça va dépendre
de quelle typologie d'entreprise, mais quand on parle des entreprises qui sont, entre guillemets, pure player crypto et qui ont tous leurs actifs en crypto, il vaut mieux convertir régulièrement. Et après, il y a aussi la possibilité de mettre une partie dans ce qu'on appelle les stablecoins. Ce sont des jetons stables qui ne fluctuent pas beaucoup. Et donc, effectivement, il faut qu'elles convertissent régulièrement pour pouvoir payer leurs charges et être en mesure de payer, voilà, et pas se retrouver en cessation de paiement comme on a pu le voir par le passé. Sur le plan fiscal et comptable, comment vous traitez ces actifs-là au niveau des impôts, des plus-values, des moins-values comment se fait le traitement? Alors, très bonne question, puisque en plus de ça, on peut avoir des plateformes qui vont avoir des fichiers avec des formats différents. On a les blockchains qui renvoient des informations totalement différentes en passant entre la blockchain Ethereum, Multiverix, Bitcoin, toutes les blockchains. Enfin voilà, la lecture, elle est totalement différente. Mais en tout cas, il y a un cadre aussi en France, en tout cas pour les entreprises, c'est qu'à chaque mouvement, c'est-à-dire que je vais mettre 10 000 euros, je vais acheter avec une fraction de Bitcoin. Cette petite fraction, je vais la convertir en Ethereum. À chaque conversion, à chaque mouvement, il va falloir calculer la plus ou moins value. Et souvent, on a ce qu'on appelle des traders de haute fréquence ou des personnes qui font énormément d'opérations. J'en vois des opérations voilà, qui peuvent vous donner le tournis si on les fait manuellement. Et donc, effectivement, souvent, va falloir faire appel à des logiciels tels que Crypto Accounting ou des logiciels spécialisés parce que, comme je le disais, les formats ne sont pas standards, c'est pas comme une banque. Il faut calculer à chaque mouvement et puis aussi, il faut savoir qu'on n'a pas de cotation officielle. Pas comme le dollar ou les monnaies. Donc, en fait, soit on va récupérer sur des plateformes très précises comme CoinMarketCap, CoinGecko qui sont à Binance, Coinbase, des plateformes qui sont assez connues. Soit faire une moyenne de ces plateformes-là, mais il faut qu'il y ait une transparence aussi au niveau des annexes. Les professionnels comptables, ils doivent mettre les informations en disant, voilà, on l'a pris de telle source, pour que ce soit transparent. Ça veut dire que vous passez votre temps à réévaluer ces actifs? Alors, on ne passe pas notre temps à les réévaluer. On va passer notre temps, évidemment, à chaque mouvement à calculer la plus ou moins value. Mais en fin d'exercice, et évidemment, vous avez totalement raison, en fin d'exercice, il faut les réévaluer et faire ce qu'on appelle les plus ou moins values latentes. C'est-à-dire que si mon Bitcoin dans la compta a été évalué au coût moyen unitaire pondéré à 40 000 euros, et en fin d'exercice, il est à 100 000 euros, ben, il va falloir passer un écart d'évaluation pour 60 000 euros. Il y a actuellement la réglementation MiCA au niveau européen qui s'applique pour encadrer les crypto-actifs. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'en pensez-vous? Alors, MiCA, elle va permettre d'aligner les entreprises européennes. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose parce qu'en France, on avait quand même une réglementation assez stricte. C'est la réglementation française qui a été copiée en Europe et qui a donné lieu à MiCA. Et MiCA va permettre, donc comme je disais, d'avoir un cadre harmonisé. Il va permettre d'apporter des obligations de transparence au prix d'entreprise. Gestion de conflits d'intérêts, la gestion de la gouvernance, la gestion interne aussi, tout ce qui est procédure. Et donc ça, ce sont des choses un peu similaires aux banques. Et ça va permettre du coup de réaligner toutes les entreprises. Et puis avant, on avait ce qu'on appelle le statut PSAN. En France, prestataire de services sur actifs numériques. Ce statut-là devient européen. Il va falloir demander un enregistrement européen avec une sorte de passeport européen qui va permettre aux entreprises qui ont ce statut-là de prestataire de services sur crypto-actifs de pouvoir s'adresser à tous les pays européens. Deuxième point, c'est les entreprises qui émettent ce qu'on appelle des jetons stables. En fait, ce cadre-là, il est très bien parce il va encadrer ces entreprises-là parce que si c'est stable, c'est que j'ai une réserve en euros qui permet de le stabiliser. Ce n'était pas le cas. On a vu l'affaire FTX qui est toujours dans les mémoires en Europe et en France. Mais en tout cas, ça va permettre de mettre en place un certain nombre d'audits, de réserves et du coup ces entreprises-là elles vont être encadrées et ça permet en fait au public d'avoir plus confiance et d'avoir une transparence en fait au niveau du marché grâce à cette loi qui n'empêche reste quand même un petit peu contraignante pour les entreprises. En vous écoutant, ça n'a pas l'air si facile que ça de gérer des cryptos. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux entreprises qui hésitent encore ?
Alors, les entreprises qui hésitent encore, déjà, je suis pas en conseiller en investissement financier, mais en tout cas, si elles veulent y aller, il faut qu'elles aient des objectifs très clairs. Pourquoi je vais dans les actifs numériques? Souvent, ils se disent, bah tiens, j'ai vu la lumière, j'ai un pote qui a gagné 1 million, 2 millions avec des NFT. Pas du tout. Il faut pas y aller dans ce cadre-là. Ça sera peut-être pour une diversification de trésorerie, peut-être parce que j'ai des prestataires que je dois payer en actifs numériques, et puis quelle part de la trésorerie je vais mettre dedans. On a parlé tout à l'heure de sécurité. Quand on va mettre en place les actifs numériques, ben, va falloir sécuriser les clés privées. Où est-ce que je les mets? Double authentification, comme dans les banques traditionnelles, plusieurs authentifications. Comment je vais stocker les informations? Il y a aussi, se posera la question, évidemment, du traitement, de l'accompagnement par des experts comptables, des avocats, parce que ça c'est vraiment important, le choix du logiciel pour traiter tout ça, la formation des équipes, et puis ils doivent y aller pas à pas pour appréhender ce milieu, parce que, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs entreprises qui se sont dit je vais investir pour me faire des millions comme le copain, mais ça ne se passe pas comme ça. Quand on entend parler de ce genre de choses, c'est qu'il est souvent trop tard pour se faire autant de millions. Donc, soit une diversification, soit en fait, voilà, il faut que ce soit vraiment une politique d'entreprise bien établie et on sait pourquoi on fait ça. Sana, merci beaucoup pour ce décryptage sur les cryptoactifs. Je rappelle que vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et fondatrice de World of Numeric et Crypto Accounting. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.